Monsieur le Premier secrétaire, Monsieur le Président de la Commission administrative, chers participants, Messieurs, Dames, donc il m'a été demandé de tracer le cadre général dans lequel se sont développées les inégalités dans le monde occidental et puis dans les pays émergents, en particulier le Maroc. Tout d'abord, une petite parenthèse pour dire que cette question des inégalités et l'énigme de la croissance n'a jamais été un sujet tabou pour l'Union socialiste des forces populaires, dans la mesure où cette question des inégalités fait partie, je dirais, de l'ADN de notre parti. Donc nous n'avons pas attendu que l'opinion publique s'empare de cette question pour en discuter. Mais le contexte social étant ce qu'il est, le contexte politique étant exacerbé par un gouvernement impopulaire, antisocial, sourd aux attentes de l'ensemble des parties prenantes, notamment des syndicats, nous oblige, dans une législature très difficile, dans un contexte macroéconomique très difficile, à poser cette question de la répartition des richesses dans un pays comme le Maroc, où malgré beaucoup d'avancées par ailleurs, cette question de la croissance et de sa redistribution se pose dans toute son acuité. Alors, rapidement tracer le cadre général dans lequel ont évolué les inégalités depuis 30 ans, dans la mesure où la mondialisation est en partie responsable, mais en partie seulement, car on verra qu'il y a la bonne et la mauvaise mondialisation. La bonne mondialisation a accéléré ce qu'on appelle le processus de convergence en termes de développement entre les pays du Sud et les pays du Nord. Dans la mesure où la plupart des pays émergents, les BRIC, mais pas seulement, ont pu tirer profit grâce au phénomène de division internationale du travail, à travers la spécialisation et au transfert de technologie notamment, ont pu tirer profit de cette mondialisation qui s'est, on va dire, matérialisée par l'amélioration de leur compétitivité, l'élargissement substantiel des classes moyennes, la réduction très drastique de la pauvreté extrême, et bien évidemment la création de l'emploi et l'élévation du niveau de vie dans ces pays-là. Paradoxalement, cette mondialisation a accentué les inégalités à l'intérieur des pays occidentaux, à la faveur d'un phénomène que beaucoup connaissent, notamment les délocalisations qui se sont traduites par une désindustrialisation massive dans les pays occidentaux, entraînant donc l'augmentation massive du chômage, avec derrière en filigrane aussi la fin des politiques de transferts sociaux dans nombre de pays occidentaux. Tout cela a été mis en lumière à travers la crise 2007-2008, qui au départ est une crise financière, économique, mais qui s'est traduite également sur le plan social, où là on a vu, à la faveur donc de ces politiques ultralibérales menées dans les années 80, ont accentué donc le phénomène de vulnérabilité, de précarité, d'exclusion sociale, à la faveur donc de la levée, donc de la mise, de la levée en réalité donc des filets sociaux dans la plupart de ces pays. Dans les pays de la région MENA, les pays arabes, l'Afrique notamment, nous n'avons pas pu tirer profit de ce phénomène de mondialisation. Nous ne sommes pas parvenus à nous insérer durablement dans ce phénomène de division internationale du travail, et cela s'est matérialisé par une perte de la compétitivité du Maroc depuis une vingtaine d'années maintenant, malgré donc tous les efforts qui ont été faits par les pouvoirs publics. Ce qui nous fait dire que tout État digne de ce nom a le devoir de mettre en place les politiques économiques et sociales qui vont non seulement préserver le pouvoir d'achat des ménages, mais l'augmenter, afin de garantir la cohésion sociale qui est elle-même garante de la paix sociale et de la stabilité politique. Et on a vu ce que ça donne, notamment dans les pays arabes, le printemps arabe est en partie, ou en grande partie dû justement à ce phénomène de mauvaise redistribution des richesses, dans la mesure où la croissance, où les fruits de la croissance ont été accaparés par des clans au pouvoir. Le contexte général est également important pour dissocier le type d'inégalité que les économies mondiales traversent. Il y a trois types d'inégalités. D'abord, au niveau donc de la répartition des fruits de la croissance à travers donc la répartition de la richesse nationale. On constate depuis une trentaine d'années que la part des revenus du capital dans la richesse nationale ne cesse d'augmenter
au détriment des revenus tirés du travail. On est passé de taux de 74% en moyenne à 65% au niveau donc des pays de l'OCDE, au niveau donc des revenus alloués au capital, alors même que les revenus alloués au travail ont diminué de 10 points pendant cette période. Le deuxième fait qui permet de montrer ces inégalités, c'est les inégalités salariales à l'intérieur des revenus du travail, avec la moyenne des salaires supérieurs qui parfois atteint des taux de 300% par rapport donc au salaire moyen des cadres et des ouvriers. Ce taux atteint 300 aux États-Unis, 180 en Angleterre et 80 en France. Donc les inégalités salariales à l'intérieur même des revenus du travail. Troisième élément, les 10% des ménages les plus aisés, ça c'est des chiffres donc aux États-Unis, s'accaparent pour 40 à 45% donc de la richesse totale créée dans ce pays. C'est des chiffres donc qui nous font revenir 100 ans en arrière, au début donc, du XXe siècle. Enfin, les politiques fiscales et de transfert menées dans ces pays-là ont été injustes, profondément inégalitaires, dans le sens où à mesure que la part du capital augmentait dans les revenus, la fiscalité, la taxation imposée donc à ces revenus du capital ne cessait de baisser, avec même la fin de la progressivité de la taxation au niveau des revenus du capital, alors même que la taxation au niveau des revenus du travail ne cessait d'augmenter. Alors tout cela a un certain nombre de causes sur lesquelles on peut revenir très rapidement, notamment ce qu'on appelle les rendements de capitaux exigés par les actionnaires, donc à la faveur de ces politiques ultralibérales, le tout marché, ce qu'on appelle donc les politiques issues du consensus de Washington, ont imposé donc un nouveau mode de redistribution et des richesses, avec donc la maximisation, ce qu'on appelle de la valeur actionnariale, où les actionnaires donc demandaient, exigeaient des taux de rendement largement supérieurs à la rentabilité économique moyenne des États, voire même à la croissance économique des pays. Ce qui fait bien évidemment qu'à mesure donc que le gâteau, comme on dit, n'augmentant pas, la part allouée aux revenus du capital ne cessait d'augmenter. Un autre élément, bien évidemment, le recul de l'État dans tous ces pays-là, qui s'est traduit donc par la fin des politiques de redistribution, par la fin des politiques de transferts sociaux, donc augmentant par-delà donc la vulnérabilité et le phénomène d'exclusion. Quelles sont les conséquences de cette montée des inégalités dans les pays ? Sur le plan social et politique, bien évidemment, on l'a vu dans la plupart donc, des pays arabes, comme je le rappelais tout à l'heure, que les inégalités accroissent la vulnérabilité, l'exclusion, la pauvreté, et entament, si vous voulez, d'une certaine manière, la cohésion sociale dans les pays, altérant par-delà l'instabilité politique. Dans les pays occidentaux, en Europe notamment, cette mauvaise répartition des richesses a entraîné d'une certaine manière un repli identitaire matérialisé par la montée des extrémismes politiques dans ces pays-là, ce qui est donc un fait très dangereux. D'où la nécessité pour les partis de gauche progressistes de proposer justement des politiques à même de garantir la création d'un cadre macroéconomique suffisamment volontariste à même de créer les conditions de création de richesse, mais cette création de richesse devra être redistribuée de manière équitable en fonction de l'engagement de chacun dans l'atteinte des objectifs. S'agissant du Maroc, rapidement donner quelques éléments par rapport à la croissance. Pourquoi on considère que la croissance au Maroc est une énigme ? On voit d'abord que celle-ci est caractérisée par sa volatilité depuis une trentaine d'années maintenant, puisque la moyenne de la croissance au Maroc dans les années 80 était de 4%. Elle est tombée à 2,7% dans les années 90, pour remonter à en moyenne 5% dans les années 2000. Et depuis 2010, la moyenne de la croissance au Maroc est de moins de 4%. Ce qui nous fait dire que malheureusement, ces chiffres-là ne sont pas suffisants pour permettre l'absorption tous les ans donc de 200 000 demandeurs par an, 200 000 demandeurs d'emploi par an, alors même que la capacité d'absorption de l'économie marocaine n'est que de 100 000. Il faudrait donc doubler ce chiffre de croissance. On remarque aussi que malgré les efforts qui ont été faits, malgré les différents plans sectoriels qui ont été mis en place dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le tourisme, notre croissance reste fortement tributaire de l'aléa climatique.
Ce qui nous fait poser la question suivante, est-ce que véritablement le Maroc est un pays à vocation agricole, alors même que nous sommes démunis en termes de ressources? Les causes de cette stagnation ou de cette situation assez paradoxale, elles sont bien évidemment exogènes, à travers les effets dévastateurs des plans d'ajustement structurel, le coût social notamment, dont nous ne cessons de payer le prix aujourd'hui, les effets de la crise 2008 sur la demande étrangère adressée au Maroc, en raison donc de la crise en Europe, mais nous avons aussi notre part de responsabilité, à travers notamment l'essoufflement donc d'un modèle économique basé donc sur le développement du marché intérieur. Là, on constate depuis un certain nombre d'années la stagnation des salaires, à travers donc la baisse du pouvoir d'achat des ménages, ce qui nous fait penser donc que ce modèle, au niveau donc du Maroc, n'est plus viable. L'inefficacité de la politique de l'offre qui est mise en place depuis un certain nombre d'années par les pouvoirs publics, qui est arrivée, à notre sens, beaucoup trop tard, et dont les résultats ne sont pas donc à la hauteur des attentes de notre économie, dans la mesure où on voit bien que ça n'a pas empêché notre économie de se désindustrialiser depuis un certain nombre d'années et de perdre même en compétitivité à cause de l'absence de diversification industrielle, que ce soit en termes de produits ou en termes de débouchés. Puis nous avons des facteurs de vulnérabilité interne, notamment tout ce qui concerne certains éléments du climat d'investissement, l'accès au financement, la fiscalité, le foncier, le capital humain et des facteurs qu'on appellerait de rigidité structurelle, notamment la rigidité du marché du travail et la productivité du Maroc, qui est l'une des plus basses de la région MENA. On peut ajouter à cela la corruption aussi, qui est assez endémique, les situations de rente qui font perdre un certain nombre de points de croissance par an, notre système éducatif qui ne favorise pas l'innovation, qui ne favorise pas l'esprit d'entreprise, qui ne favorise pas la prise de risque au niveau donc du monde entrepreneurial. Et puis on pourrait aussi ajouter un facteur politique, à travers donc notamment le coût du non-Maghreb qui nous fait aussi perdre des points de croissance précieux. Les conséquences sont le creusement des déficits jumeaux, commercial et déficit du trésor. Le chômage augmente, en particulier celui des jeunes. Le premier secrétaire l'a rappelé tout à l'heure. Et bien évidemment, l'augmentation des inégalités, de la pauvreté et de l'exclusion, alors même que ces phénomènes ont fortement diminué durant la décennie 2000 jusqu'en 2007 notamment. Je ne vais pas revenir sur les inégalités dans le sens où ce sera traité dans le deuxième axe, mais peut-être donner quelques pistes par rapport au modèle de croissance qu'on propose pour le Maroc. Donc nous voudrions un modèle de croissance qui soit inclusif, qui soit basé sur l'équité, qui soit basé sur la justice sociale, qui soit basé sur la solidarité et qui soit basé sur l'éthique. Un modèle inclusif, à dissocier d'un modèle de croissance pro-pauvre, est un modèle qui est basé sur les 4 éléments suivants. D'abord, une réorientation systématique de la politique de l'offre, qui, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas donné les fruits escomptés, à travers la mobilisation d'une partie de l'épargne publique, donc une partie de l'investissement public de l'État, à travers donc la constitution de fonds souverains, et cette épargne devrait être drainée vers un certain nombre de secteurs d'avenir où le pays détient un certain nombre d'avantages comparatifs, selon donc le modèle mis en place par un certain nombre de pays d'Asie du Sud, notamment la Corée. Amélioration d'un certain nombre d'éléments à même de favoriser la compétitivité des entreprises marocaines, notamment au niveau de la fiscalité, de l'accès au foncier, au financement, le capital humain. La réhabilitation du plan en tant qu'outil de planification à la disposition de l'État, comme c'est le cas donc dans la plupart des pays occidentaux, sans oublier les inévitables réformes de structure, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de l'éducation, au niveau de la régionalisation, au niveau de la gouvernance, au niveau du marché du travail. Et pour terminer, les outils qu'on pourrait mobiliser, c'est bien évidemment l'outil fiscal, à travers la mise en place d'une politique fiscale progressive, juste et équitable, en taxant de manière forte les revenus supérieurs du travail, comme c'est le cas aux États-Unis, voire même en France. Les derniers chiffres des recettes fiscales en France font état du fait que 75% des augmentations d'impôts ces 3 dernières années ont été le fait des 20% des ménages les plus riches. Donc c'est une idée très importante, surtout au niveau donc des partis progressistes. Enfin, augmentation également de la taxation sur le capital privé, sur les patrimoines, à travers donc un alignement
de la taxation des revenus du capital sur les revenus du travail. Et c'est cette approche de fiscalité équitable qui permettra de générer des revenus afin de financer notre modèle social qui devrait se baser sur l'augmentation systématique des dépenses sociales dans les secteurs prioritaires, que ce soit l'éducation ou la santé, et l'augmentation des revenus de remplacement et de transfert, notamment tout ce qui concerne les pensions de retraite, les allocations familiales, le chômage et le SMIC. Donc voici de manière générale et générique quelques pistes de réflexion qui pourraient donc servir comme cadre de travail par rapport donc à cette question de la redistribution des richesses. Donc je vais m'arrêter là, donc s'il y a des questions, je pourrai y répondre plus tard. Merci.